Le globe terrestre est recouvert à 71% par les mers et les océans. À l'intérieur de ces eaux, eh bien, une richesse incommensurable. Et le Cameroun alors, le pays dispose d'une ouverture sur la façade atlantique sur pratiquement 400 km. Mesdames et messieurs, l'auteur que nous allons rencontrer tout de suite dans la parenthèse littéraire nous parle donc de l'économie bleue, une mine d'or. Sophie de Sylvie Djoufa Tiemani nous amène dans la partie immergée de l'iceberg pour découvrir les véritables richesses qui se cachent sous ces eaux. On va à la rencontre de l'auteur tout juste après le portrait dressé par Marie-Yvonne Nogo. Quand on évoque les océans, les mers et les fleuves, elle est comme un poisson dans l'eau. Maître Sophie de Sylvie Djoufa Tiemani s'est donné pour mission de vulgariser le droit maritime en Afrique et dans le monde. La Camerounaise originaire de la région de l'Ouest Cameroun est diplômée du Centre de droit maritime et océanique de l'Université de Nantes en France. Avocate au barreau du Cameroun, la fondatrice et CEO du cabinet Tiemani, basé à Douala, est membre de plusieurs associations spécialisées. La point focale du Women in Maritime of West and Central Africa a fait du droit maritime son combat. Maître Djoufa Tiemani est également formatrice et consultante. Son savoir, elle le partage lors des conférences et séminaires. Après la publication de plusieurs articles en ligne et dans des revues spécialisées, la Maritime CEO Ambassador a commis en janvier 2025 son premier livre intitulé L'économie bleue, une mine d'or. L'ouvrage de 86 pages, paru aux éditions Phoenix, est présenté comme un guide pratique vers l'exploration des opportunités qu'offrent les eaux dans le monde entier. Féministe engagée, elle prône également la diversité et l'inclusion professionnelle des femmes. Maître Djoufa Tiemani, bonsoir. Bonsoir Cédric. Et bienvenue dans la parenthèse littéraire. Merci beaucoup. Eh bien, pour ouvrir cette émission, il faut dire que vous êtes auteur de nombreux articles scientifiques et l'économie bleue, une mine d'or, c'est donc votre premier ouvrage. D'entrée de jeu, d'où vous vient cette passion pour la mer, les océans, tout ce qu'il y a comme eau, s'il fallait comprendre? Oui, il faut dire que je suis spécialisée en droit maritime. J'ai fait le centre de droit maritime et océanique de l'Université de Nantes. Et à mon retour, j'ai intégré les associations des femmes du secteur maritime telles que le WIMA, Women in Maritime Africa, WISTA également, Women International Shipping and Trading. Généralement, nous menons des actions sur le terrain dans l'optique de réaliser nos objectifs, qui est celui d'amener la jeune femme, d'encourager la jeune fille à épouser le secteur maritime. Et alors, lorsque nous faisions des tours, les visites dans les écoles, je me suis rendu compte que les enfants ne savaient même pas de quoi il s'agissait. C'était quoi la mer? Lorsque tu demandes tu veux faire quoi, personne n'aborde un métier du secteur maritime. De même, la jeunesse, je me suis rendu compte que la jeunesse court chercher l'Eldorado à l'extérieur. Génération Canada, si on peut appeler ça comme ça. Et pourtant, nous avons l'Eldorado ici à côté de nous. Le secteur maritime, c'est un secteur qui n'est pratiquement pas exploré. C'est un secteur encore pratiquement vierge. Du coup, beaucoup ont dans leur esprit que le secteur maritime et portuaire ne peut y appartenir qu'une caste. C'est réservé à une certaine classe. Voilà. Et du coup, ils ne pensent même pas à y intégrer, même rêver d'un seul métier de ce secteur. Et ça m'a donc amené à écrire cet ouvrage pour vulgariser, pour ouvrir les esprits, réveiller les consciences et leur faire comprendre que non, vous avez quelque chose entre les mains ici sur place au pays. Il est important de se former. Pour ceux qui écoutent donc pour la première fois ce concept économie bleue, s'il fallait comprendre de quoi il s'agit. L'économie bleue, c'est l'ensemble des activités économiques, l'ensemble des emplois qui sont gravités sur l'eau, sur la mer. Donc, on ne voit pas seulement le navire. Vous savez, 25% du gaz carbonique que nous rejetons retourne à la mer. La mer l'absorbe. 50% de l'oxygène que nous respirons vient de la mer. Et 90%, plus de 90%, il faut le dire, du commerce international passe par la mer. Donc la mer est tellement importante, il y a tellement d'activités autour de ça. On ne voit pas seulement le bateau, on ne voit pas seulement les gens de mer, mais toutes les autres activités, c'est toute une chaîne.
il faudrait bien que les jeunes, que tout le monde, le grand public, le large public, soient au courant de cette chaîne, de ce qui entre dans cette chaîne, afin de pouvoir véritablement en tirer parti. Et vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce qui peut expliquer que cette mine d'or que vous décrivez dans cet ouvrage soit peu exploitée ou bien pas vraiment vulgarisée ou bien pas vraiment connue? Les raisons de cela, ce serait quoi? Oui, justement, c'est la méconnaissance de la chose. L'économie bleue est un concept encore très nouveau, surtout en Afrique, parce qu'en Europe, c'est déjà tellement vulgarisé et tout, mais en Afrique, ça reste encore très... Oui, c'est embryonnaire, vraiment, c'est ça même le terme. Du coup, je voudrais que les gens aient connaissance de ça, qu'ils sachent de quoi il s'agit. Parce que tu ne peux pas aller explorer un domaine si tu ne sais pas de quoi il en revient. Alors, mon objectif à travers cet ouvrage, qui est un guide pratique, c'est pour mettre à la connaissance de ce grand public, et particulièrement de la jeunesse, de cette mine d'or, de cette opportunité que leur offre la mer. Vous l'avez dit, votre ouvrage est donc segmenté en deux parties. Quand on l'explore, il y a une première où vous tracez les différentes opportunités suivant le secteur d'activité. Et il y a une deuxième partie où vous parlez des compétences requises et des différentes écoles qui forment dans le domaine de l'économie bleue. On a envie de dire que c'est un véritable guide pratique. Et j'ai dit, vous l'avez dit, pourquoi le choix de cette démarche? Justement parce que pour bien comprendre, il faut qu'on sache premièrement de quoi il s'agit. C'est quoi l'économie bleue? Quelles sont les opportunités que nous offre l'économie bleue? Par la suite, comment faire pour tirer parti de cette économie bleue? Quelles sont les compétences dont j'ai besoin? Quelles sont les compétences requises? Et quelle école est-ce que je devrais accéder, à laquelle je devrais accéder pour avoir ma place dans ce secteur? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi j'ai adopté donc cette démarche. Et il ne faut pas aussi perdre de vue qu'il y a beaucoup d'écoles aussi qui existent là, qui donnent des formations et qui n'ont pas des parchemins reconnus. Les parents sont prêts à débourser beaucoup d'argent pour l'éducation de leurs enfants et à la fin, ils se demandent que fait cet enfant? Parce que le parchemin même qu'il a n'est pas reconnu. Exactement. C'est pourquoi j'ai procédé par cette méthode. Et les écoles qui sont ciblées dans cet ouvrage sont ceux qui sont reconnus. Vous savez, le monde maritime est international. Donc, ce sont des écoles dont les parchemins ont une ouverture à l'international. Vous restez avec nous, Maître Djoufa Tchemani. On va observer le premier arrêt de cette émission. C'est la rubrique à lire, des ouvrages qui rentrent dans le sillage de l'économie bleue, une mine d'or que nous parcourons aujourd'hui. À lire cette semaine dans la parenthèse littéraire, mesdames et messieurs, le droit des espaces maritimes au Cameroun. Eh bien, avec son statut d'État côtier, le Cameroun est doté d'un trésor incommensurable. Se référant à des études, l'auteur Robert Kangue-Eke rappelle qu'au moins 90% des échanges du commerce mondial passent par voie maritime et sont par ricochet génératrices de nombreux emplois. Étant le prolongement des territoires terrestres en mer, ces espaces qui constituent l'immense réceptacle de faramineuses ressources sont donc par conséquent au cœur des conflits et des enjeux géostratégiques. Le livre de 176 pages publié en 2024 aux éditions universitaires européennes est un véritable précis de la réglementation en vigueur en matière d'espace maritime au Cameroun. Autre ouvrage à lire, le droit maritime dans la zone CEMAC, volontairement limité au droit maritime dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC. Cet ouvrage, paru aux éditions L'Harmattan, a pour ambition principale de faire le point sur la construction du droit maritime dans cette zone en scrutant le code communautaire de la marine marchande. Eh bien, les grands problèmes contemporains du droit maritime comparé et international y trouvent donc des réponses claires. Le livre écrit par le Congolais Éric Dibas-Franck est également enrichi d'une jurisprudence inédite. Eh bien, on va terminer avec un autre livre
Organisation du trafic maritime en Afrique. L'ouvrage de 209 pages publié en 2015 par Richard Ballet s'inspire justement du cas pratique du Congo pour explorer la structuration des espaces maritimes sur le continent africain. Il revient principalement sur le bordereau électronique de suivi des cargaisons, un document utilisé par le Conseil congolais des chargeurs. Avec un apport indéniable pour le service des douanes, ce document permet, selon l'auteur, un meilleur contrôle de l'activité et une réduction significative de l'influence extérieure. Face donc à l'hégémonie des puissances maritimes occidentales, l'Afrique doit urgemment structurer le secteur maritime pour faire rayonner davantage les économies subsahariennes. Retour plateau, mesdames et messieurs, avec Maître Djoufa Tiemani. On parle donc de l'économie bleue, une mine d'or. À travers ce livre, vous incitez donc les jeunes à se tourner vers les activités maritimes. Mais on a encore en mémoire la longue grève, justement, observée par les marins marchands ici à Douala, au Cameroun. Et ils réclamaient également l'application de leur statut et des textes qui demandent, par exemple, que 75% du personnel dans les équipages des navires soit camerounais. Est-ce que des faits comme ceux-là ne peuvent pas participer à décourager beaucoup qui veulent se lancer sur le segment de, voilà, le segment maritime? Oh, les décourager, je dirais non. Parce que, non, pourquoi? S'ils le pensent, c'est parce qu'ils, pour eux, dans leur esprit, le maritime, ce n'est que ça. Ce ne sont que les manutentionnaires et autres. Ou alors, les gens de mer qui travaillent dans le navire pour une certaine poignée. Ce n'est pas que ça. Comme je vous ai dit, l'économie bleue est large. C'est à large spectre. On a des transports maritimes. Vous allez voir donc ces genres de choses qui interviennent. On a par exemple, quand on parle de l'aquaculture, les jeunes ne voient que la culture, ils voient que la pisciculture, la culture du poisson. Pourtant, on peut cultiver les algues. On peut cultiver les mollusques. On en a besoin dans la médecine. On en a besoin dans la pharmacie. Donc, c'est tellement large. Est-ce que d'aucuns connaissent ce qu'on appelle le tourisme balnéaire? Quelqu'un peut décider de se lancer dans le tourisme balnéaire. Ils ne savent pas ce que c'est. Quelqu'un peut décider de faire dans du cabotage. Quelqu'un peut décider, même nous avons aujourd'hui l'énergie éolienne. Vous voyez un peu ça. Il y a, le domaine est tellement vaste. Donc, il ne faut pas s'appuyer sur un seul point. Et justement, c'est ce qui décourage la jeunesse parce qu'ils se disent qu'il n'y a que ça. Je vais vous dire, je suis allée au lycée technique de Koumassi. Vous demandez à un enfant, ici à Douala, vous demandez à un enfant ce que tu fais, chaudronnerie, qu'est-ce que tu veux faire. Lui, il voit seulement qu'il va travailler, il va faire les travaux publics. Il ne voit pas qu'il peut travailler dans un navire. Il ne voit pas qu'il peut construire, il peut travailler dans un chantier naval. Il ne voit pas ça. Il ne voit pas qu'il peut travailler dans le port. Il ne voit pas ça. Quelqu'un fait électricité, il te dit qu'il va travailler à Inéo. Il ne sait pas que même dans le navire, on a besoin de toutes ces mains d'œuvre-là. Il ne va pas plus loin. Il ne pense pas plus loin. C'est ça l'optique de cet ouvrage, amener les jeunes à élargir leur horizon et ne plus penser simplement à l'option terrestre. C'est peut-être parce qu'on ne vulgarise pas véritablement. Exactement. Et sur le volet de la formation au niveau national, vous avez cité dans votre ouvrage pratiquement 6 écoles de formation au Cameroun. On a envie de dire c'est insuffisant ou alors c'est quand même, il y a quelque chose pour former ces personnes qui aspirent à travailler dans le secteur de l'économie bleue. Dire que c'est insuffisant, non, on a besoin de la qualité de l'enseignement. Parce que ceux même que j'ai cités, beaucoup ne le savent pas. Je vais prendre un exemple. L'École nationale supérieure des sciences et techniques maritimes et océaniques, dont les installations sont à Kribi et qui sont rattachées à l'université des Boulevards. Il a été créé suivant un décret de 2022. Vous voyez qu'il est très, très récent. C'est une école qui a plusieurs filières et dont une formation reçue dans cette école est très porteur. Je vous ai dit, il y en a qui sont parfois dans d'autres écoles qui forment, mais dont les parchemins ne sont pas reconnus. Donc il faut faire attention à ça. On a besoin des écoles dont les enfants peuvent avoir des ouvertures
à l'extérieur. Il y a donc plusieurs écoles qui forment dans ce secteur-là, sans croire ce que vous décrivez dans le livre. Mais on va explorer un autre aspect. Je vais appeler votre casquette de femme de droit pour dire que l'économie bleue est à l'épreuve de l'insécurité maritime. Ça, on le sait, et la pollution de l'environnement. Il y a par exemple que la pêche illicite a fait perdre plus de 10 milliards, pratiquement 10 milliards de francs CFA au Cameroun par an. Du point de vue judiciaire, vous proposez 3 pistes de solutions dans cet ouvrage, comme la création d'une juridiction spécialisée. Concrètement, de quoi s'agit-il? Alors, je voulais dire que c'est un peu comme une 3e partie, mais je voudrais dire que c'est un orteil que j'ai mis comme ça dans le plat. Parce que dans le prochain ouvrage, j'entends développer cet aspect davantage. L'aspect juridique de la chose. Oui, l'aspect juridique de la chose. Parce que pour que les investisseurs désirent de chez nous, pour que notre pays soit davantage convoité, il faut qu'il y ait une certaine sécurité judiciaire. Et est-ce que vous pouvez imaginer qu'à l'heure actuelle, normalement, la juridiction qui est censée gérer les contentieux maritimes n'est pas sur pied? Ça n'existe pratiquement pas. C'est le tribunal de droit commun qui continue à le faire. Et pourtant, la loi est claire là-dessus, les conventions internationales. Qu'est-ce qui la mise en place de... Est-ce une volonté politique? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne le sait pas aussi trop bien? Peut-être. Mais il est important que des magistrats soient formés. Il est important qu'il y ait une chambre spécialisée pour les affaires maritimes. Il faut une chambre à cet effet. Parce que jusqu'à présent, c'est les magistrats du droit commun qui le font. Il faut donc une formation, une spécialisation. Et partant, toutes les parties prenantes, les avocats, les officiers de police judiciaire à compétences spéciales, doivent être formés, les magistrats doivent être formés. Donc c'est important. C'est pourquoi je parle du toilettage dont notre système judiciaire en a besoin. Et partant, il faut reconstruire ça. Il faut reconstruire notre système. Et on peut bien le faire. D'accord. Donc, il y a également un gros chantier à faire sur le plan de la juridiction. Exactement. Eh bien, on va observer le deuxième arrêt de cette émission, Maître Djouffa Tiemani, et revenir à conclure avec vous. C'est la deuxième rubrique vient de paraître, l'actualité des sorties en kiosque. Vient de paraître dans la parenthèse littéraire, mesdames et messieurs, 2 ouvrages cette semaine. Eh bien, quand 9 journalistes décident d'unir leurs plumes pour célébrer leur passion commune pour les médias, ça donne l'antenne de nos 30 ans. Cet ouvrage commun qui réunit à la fois des figures de la presse publique et de la presse privée revisite des défis et des opportunités d'un métier en pleine mutation. À travers une autobiographie collective, le livre paru aux éditions Éclosion explore donc 1001 manières de faire du journalisme à l'ère des nouveaux médias. Sous la direction de Rachel Malongo, grand reporter à la CRTV, le livre de plus de 300 pages, préfacé par le professeur Daniel Anissé Noah, propose donc une vision riche et diversifiée du métier de journaliste. Ce sont donc des réflexions professionnelles qui visent aussi à inspirer la nouvelle génération. Et le deuxième ouvrage, mesdames et messieurs, on ne s'éloigne pas du journalisme, c'est la désinformation en Afrique francophone, à l'heure où la manipulation de l'information menace les processus démocratiques sur le continent. Le data journaliste camerounais Paul Joël Kamchan propose donc une analyse rigoureuse de ce fléau. La désinformation, une menace silencieuse et pernicieuse qui s'immisce donc dans tous les domaines politiques, santé, économie ou encore éducation. Elle fragilise les institutions et menace la stabilité des sociétés. En s'appuyant donc sur des études récentes, l'essayiste alerte sur l'urgence d'une prise de conscience, surtout que la désinformation se complexifie avec l'usage effréné des technologies numériques. Un livre de 120 pages paru aux éditions Jet d'encre. Il est donc
plus que jamais important pour la jeunesse camerounaise de se projeter dans les secteurs maritimes et portuaires, surtout en ce moment où le Cameroun travaille sur la restructuration de son secteur maritime, faisant suite à l'arrêté numéro 87/PM du 9 septembre 2021 portant création, organisation et fonctionnement du comité interministériel chargé d'examiner les modalités de restructuration du secteur des transports maritimes au Cameroun. Eh bien, on parlait dans la première partie de cet ouvrage de cette méconnaissance pratiquement du secteur maritime, et le fragment que vous venez de lire semble dire que le gouvernement quand même fait des choses, mais on a envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau peut-être de la connaissance de ces initiatives portées par le gouvernement dans le sens de voilà, former les jeunes à l'économie bleue? Et c'est justement la raison pour laquelle moi je me déploie, je m'évertue et je continue à chercher comment faire pour que la jeunesse soit au maximum informée du déploiement qui est en train de se faire. Vous faites le travail du gouvernement pratiquement. Bon, disons, mais en attendant... Ils ont créé des structures, mais apparemment ça ne suit pas. Ce n'est pas très vulgarisé, ce n'est pas très vulgarisé. C'est pour ça que moi je me bats donc. Moi sur le terrain, je me rends compte que ce n'est pas très vulgarisé, parce que personne n'en entend pratiquement parler. Il y a également une chaîne, je veux simplement te le nom, qui a demandé à accéder à cette école-là que j'ai nommée à Crémy, École nationale supérieure des sciences maritimes et océaniques. Vous voyez qu'ils n'étaient pas au courant de ce que cette école existait. C'est mis en place depuis 2022 et c'est opérationnel. Ce n'est pas comme si c'est simplement créé comme ça sur du papier, c'est opérationnel. Et les enfants viendront de l'étranger pour s'y inscrire, alors que nos propres enfants sont là et n'y accèdent pas. Pourtant, ça va leur donner le parchemin nécessaire et l'outil, la compétence nécessaire pour se déployer sur le terrain. Donc c'est pourquoi j'ai mis évertu. Est-ce que vous pouvez savoir que le Cameroun actuellement est en train de se battre pour la ratification de la MLC? La MLC, c'est comme le code de travail pour les gens du secteur privé. C'est la même chose pour les gens des mers. Le Cameroun est en train de s'évertuer pour la ratification et on est suffisamment avancé et ce sera fait. Si les gens des mers ne le savent pas, comment vont-ils se lancer dans le secteur? Ils se plaindront toujours que leurs droits ne sont pas respectés et tout. Pensez à être formés pour pouvoir être prêts à être employés dès lors qu'on en aura besoin. Il faut dire que Maître Tiemani, votre ouvrage fait également un plaidoyer pour le rôle et l'implication de la femme justement dans le domaine maritime. Vous soulignez par exemple que le genre féminin ne représente que 1,2% des gens de mer. Qu'est-ce qui peut expliquer ce gap? Pourquoi les femmes ne sont pas Il y a beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de préjugés. Les femmes elles-mêmes sont une barrière pour elles. Elles se disent avec l'esprit d'antan, l'esprit ancien, la place de la femme, c'est à la maison, c'est à la cuisine, c'est à faire le bébé, c'est à faire... Elles ne pensent pas aller travailler à la mer. Non, elles se disent, ah, là, c'est encore plus grave. C'est un métier pour hommes. Je ne devrais pas penser à y accéder. Non, tout le monde a de la place dans le secteur maritime. Et l'OMI, l'Organisation maritime internationale, est en train de se battre et prêt à tout pour que les femmes intègrent davantage ce secteur. C'est pourquoi il délivre des scholarships. Moi-même, j'ai bénéficié de ces scholarships. Ma formation Leadership Accelerated Program a été financée par IMO. C'est une formation c'est un programme qui forme les femmes du secteur maritime, les femmes leaders, les femmes cadres du secteur maritime, afin qu'ils se déploient sur le terrain. Nous devons être des exemples. Sur le terrain, nous devons être la voix. Nous devons, comme on dit souvent, agir par l'exemple, que les autres nous voient et se disent « Ah, pourquoi pas? Aujourd'hui, je suis Maritime CEO ambassadeur. » Après cette formation-là, c'est pour amener les femmes à s'intéresser à ce domaine, à intégrer le secteur. Et c'est pourquoi 8star, c'est pourquoi 8ma se bat sur le terrain, va dans les écoles où il y a même la niche, où il y a la pépinière pour les encourager à intégrer le secteur. C'est quoi votre souhait pour voilà, ce secteur d'activité là au Cameroun? Quand vous regardez l'état actuel, et si vous projetez peut-être dans 2-3 ans, quel est le regard que vous voulez poser sur le secteur d'activité? Vous savez, le Cameroun est une porte ouverte à l'international. Et il est important que nos enfants, pas les étrangers. Est-ce que vous savez que même pour avoir des pilotes au Cameroun, on a besoin d'en chercher à l'étranger?
Pourquoi nos enfants ne peuvent pas se former et avoir, au lieu que c'est les étrangers qui viennent tirer avantage des opportunités que nous offrent, pourquoi est-ce que nos enfants ne peuvent pas y avoir accès? C'est pourquoi mon rêve, c'est que cet ouvrage déjà soit vulgarisé, que tous soient, comment je peux dire ça, des mentors, que tous soient des ambassadeurs de cet ouvrage, que même nos mamans qui sont au village ou pour traverser d'un point à l'autre, pour aller au champ, sachent que l'eau qui coule là, la rivière qui coule, on peut tirer, exactement, c'est une niche d'opportunité, on peut tirer avantage de cette eau-là qui coule sous nos maisons. Il faut que nous sachions que nous devons préserver nos eaux, protéger l'environnement. Regardez les poubelles que nous avons partout autour de nous. Ces poubelles-là se rejettent dans la mer. Nous empoisonnons ce que nous-mêmes nous consommons parce que les poissons ingurgitent tous ces produits-là que nous rejetons dans la mer, dont le chantier est hyper vaste. Hyper vaste. D'accord. Maître Sophie de Sylvie Djoufa Tchemani, merci d'avoir été avec nous dans le cadre de cette édition La Parenthèse littéraire. Merci beaucoup Cédric, merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée de pouvoir parler de cet ouvrage. Comme le bleu de la mer, c'est donc avec beaucoup d'espoir qu'on se sépare, chers téléspectateurs, après ce voyage justement dans les eaux avec Maître Sophie de Sylvie Djoufa Tchemani. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition de La Parenthèse littéraire et entre-temps, vous le savez, lisez des livres.